Le millionnaire a été abandonné par sa propre famille, mais il a été sauvé par l'amour de sa femme de ménage. Le brouillard matinal enveloppait les collines de Fourvière comme un linceul de soie grise. Depuis les grandes fenêtres à guillotine de la bibliothèque, Jacques Morel observait Lyon, qui s'éveillait en contrebas. La Saône serpentant paresseusement entre les toits d'ardoise, les clochers de Saint-Jean émergeant lentement de la brume, les premières lueurs orangées qui caressaient les façades ocres du vieux Lyon. À 78 ans, il connaissait cette vue par cœur, chaque nuance, chaque variation saisonnière. Pourtant, ce matin de novembre, quelque chose dans la lumière lui sembla différent, plus fragile, comme si la ville elle-même pressentait que le temps de Jacques Morel touchait à sa fin. Il porta la main à sa poitrine, sentant sous sa chemise de lin le léger renflement du pacemaker implanté 8 mois plus tôt. Le cardiologue avait été clair. « Monsieur Morel, votre cœur a fait son temps. Évitez les émotions fortes, le stress, les conflits. » Jacques avait souri amèrement. Éviter les conflits dans une famille comme la sienne relevait de l'utopie. Derrière lui, le parquet de chêne craqua doucement. Il n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui venait d'entrer. « Votre café, monsieur Jacques. » Élise Duchamp posa le plateau d'argent sur le guéridon Louis XVI avec la précision d'un geste répété 32 années durant. La porcelaine de Limoges tinta délicatement. L'arôme du café éthiopien, torréfié par la maison Caldi rue Mercière, se mêla à l'odeur du cuir des livres anciens qui tapissèrent les murs. « Merci, Élise. » Il se tourna enfin vers elle. Élise avait 63 ans, mais en paraissait 10 de moins. Ses cheveux gris étaient noués en un chignon impeccable, et son tablier bleu marine était repassé avec un soin qui témoignait de son caractère méticuleux. Mais ce qui frappait le plus chez Élise Duchamp, c'était son regard, direct, intelligent, empreint d'une dignité tranquille que Jacques avait toujours respectée. « Vous n'avez presque pas touché à votre dîner hier soir, » remarqua-t-elle, en replaçant un coussin sur le fauteuil Voltaire. « Ce n'était pas à votre goût ?» Le blanquette était parfaite, comme toujours. Il but une gorgée de café. « C'est l'appétit qui me fait défaut, pas votre cuisine. » Élise croisa les bras, prenant cette posture qu'elle adoptait lorsqu'elle s'apprêtait à dire quelque chose d'important. Après 3 décennies de cohabitation, certaines barrières s'étaient naturellement effacées entre l'employeur et l'employé. « Vous pensez à la réunion de cet après-midi ?» Ce n'était pas une question. Jacques hocha la tête. « Maître Blanchard arrivera à 14 heures. J'ai fait préparer le grand salon. Les enfants seront là à 14h30. Vous savez ce que je vais leur annoncer ?» Élise soutint son regard sans ciller. « Vous allez leur lire votre testament, en avance, pour éviter qu'ils ne se déchirent après votre mort. » Jacques laissa échapper un rire bref, dénué de joie. « Vous me connaissez trop bien, Élise. Je vous connais depuis plus longtemps que vos propres enfants ne vous connaissent vraiment, monsieur Jacques. » Elle marqua une pause. « Si je peux me permettre, êtes-vous certain que c'est une bonne idée ?» Il se détourna vers la fenêtre. En contrebas, les voitures commençaient à envahir les quais. Lyon s'animait. La vie continuait, indifférente aux tourments d'un vieil homme fatigué. Ma femme Marguerite disait toujours « La transparence désarme la cupidité ». Je veux croire qu'elle avait raison. Élise ne répondit rien. Son silence en disait long. À 11 heures, Jacques décida de sortir marcher. Le médecin recommandait 30 minutes d'exercice quotidien, et la matinée était exceptionnellement claire pour un novembre lyonnais. Il enfila son pardessus en cachemire gris, celui que Marguerite lui avait offert pour leurs 40 ans de mariage, et descendit lentement l'escalier de marbre qui menait au hall d'entrée. La demeure Morel était une bâtisse imposante, construite en 1887 par un négociant en soierie. Jacques l'avait acquise en 1972, alors qu'il n'était qu'un jeune entrepreneur ambitieux dans le secteur viticole. À l'époque, la maison tombait en ruine. Il l'avait restaurée pierre par pierre, redonnant vie aux fresques art nouveau du salon, aux moulures dorées des plafonds, aux vitraux de l'escalier qui projetaient des arcs-en-ciel colorés sur les murs crème. Chaque centimètre carré de cette demeure portait l'empreinte de sa volonté, de son travail acharné. Combien de nuits blanches avait-il passé dans son bureau du premier étage, négociant des contrats avec des importateurs allemands, suisses, belges? Combien de fois avait-il hypothéqué cette maison pour investir dans de nouveaux vignobles? Léa, Antoine et Camille n'avaient jamais connu ces années difficiles. Ils étaient nés dans le confort, avaient grandi dans l'opulence. Pour eux, l'argent coulait naturellement, comme l'eau du robinet. Jacques poussa la lourde porte de chêne
et sortit dans le jardin. L'air frais le saisit immédiatement. Il remonta son col et s'engagea sur l'allée de gravier qui serpentait entre les buis taillés et les statues de marbre. Au fond du parc, un cèdre du Liban centenaire dressait ses branches vers le ciel gris. C'était sous cet arbre que Marguerite aimait lire les après-midi d'été. Il pouvait encore la voir, assise sur le banc de pierre, ses lunettes de lecture perchées sur le nez, un exemplaire de Colette ou de Duras entre les mains. « Tu me manques, ma chérie », murmura-t-il, en posant la main sur l'écorce rugueuse. Marguerite était partie 10 ans plus tôt, emportée par un cancer du sein fulgurant. 6 mois entre le diagnostic et l'enterrement. Jacques se souvenait du dernier regard qu'elle lui avait adressé dans la chambre d'hôpital qui sentait l'antiseptique et la mort. « Prends soin de toi, Jacques, et des enfants, surtout de Camille. Il est fragile. » Il avait tenu sa promesse. Enfin, il avait essayé. Mais Camille, comme ses aînés, s'était progressivement éloignée. Les visites s'espaçaient. Les appels téléphoniques devenaient mécaniques, convenus. « Oui, papa, tout va bien. Non, je ne peux pas venir dimanche. J'ai un vernissage. » Une autre fois. Toujours une autre fois. Jacques fit le tour du jardin, marchant lentement pour ne pas brusquer son cœur capricieux. Quand il revint vers la maison, il aperçut Élise à la fenêtre de la cuisine. Elle préparait le déjeuner, sans doute une salade lyonnaise avec des lardons croustillants et un œuf poché, comme il les aimait. Cette constance le réconfortait. Dans un monde qui lui échappait de plus en plus, Élise restait un point d'ancrage. Le déjeuner fut simple et silencieux. Jacques mangea peu, l'estomac noué par l'appréhension. À 13h30, il monta se changer. Il enfila un costume 3 pièces bleu marine, une chemise blanche au col amidonné, une cravate bordeaux. Devant le miroir de sa chambre, il se regarda longuement. Le visage qui lui faisait face était celui d'un étranger, creusé par les années, marqué par les épreuves, les cheveux blancs clairsemés, les yeux bleus délavés par le temps. Où était passé le jeune homme fougueux qui avait conquis Marguerite au bal de la Fête des Lumières en 1965 ? « Le temps est un voleur », dit-il à son reflet. À 14 heures précises, la sonnette de l'entrée principale retentit. Élise alla ouvrir. Jacques entendit la voix onctueuse de maître Augustin Blanchard, son notaire depuis 25 ans. « Bonjour, Madame Duchamp. Toujours aussi charmante à ce que je vois. »« Bonjour, maître. Monsieur Morel vous attend au grand salon. » Jacques les rejoignit dans le hall. Blanchard était un homme corpulent d'une 60aine d'années, avec une barbe poivre et sel impeccablement taillée et des lunettes rondes à monture dorée qui lui donnaient un air de notaire sorti d'un roman de Balzac. « Jacques, mon ami. » Ils se serrèrent à la main. « Êtes-vous certain de vouloir procéder ainsi ? C'est inhabituel. Je sais. Mais c'est ma décision. » Ils s'installèrent dans le grand salon. Élise avait disposé des fauteuils en demi-cercle face à la cheminée où crépitait un feu de bois. Sur la table basse en acajou, elle avait placé un service à thé en porcelaine et une carafe d'eau. Tout était parfait, comme toujours. À 14h25, une BMW noire se gara dans l'allée. Léa en descendit, impeccable dans son tailleur Chanel gris anthracite, ses cheveux châtains tirés en un chignon strict, ses talons claquant avec autorité sur le gravier. Elle avait 48 ans, mais en paraissait moins, grâce aux soins esthétiques réguliers qu'elle ne cachait pas. Associée dans un cabinet d'avocats parisiens spécialisé en droit des affaires, Léa Morel avait bâti une réputation de négociatrice implacable. 5 minutes plus tard, une Audi grise se gara à côté de la BMW. Antoine émergea du côté conducteur, consultant son téléphone tout en marchant. À 45 ans, il était devenu gestionnaire de patrimoine à Genève, jonglant avec les fortunes de clients fortunés. Contrairement à Léa, Antoine avait pris du poids avec les années. Son visage rond était rougi par l'hypertension et les repas d'affaires trop arrosés. Camille arriva le dernier au volant d'une vieille Citroën cabossée. À 42 ans, le Benjamin des Morel ressemblait à un éternel étudiant en art. Cheveux longs attachés en catogan, veste en velours côtelé usé, écharpe en laine qui traînait presque par terre. Il avait tenté pendant des années de percer comme peintre, enchaînant les expositions dans des galeries confidentielles, vivant de petits boulots et de l'aide financière discrète de son père. Élise les accueillit à la porte avec la politesse formelle qu'elle réservait aux enfants Morel, comme elle les appelait en privé. « Mesdames, messieurs, votre père vous attend au salon. » Léa entra la première, embrassant Jacques sur les 2 joues,
avec une froideur protocolaire. « Bonjour papa. J'espère que c'est important, j'ai dû annuler une réunion avec un client majeur. »« Bonjour Léa. Merci d'être venue. » Antoine lui serra la main. Même pas une accolade. « Papa. » Maître Blanchard. Il regarda autour de lui. C'est quoi cette histoire de réunion urgente? Camille fut le seul à l'embrasser avec une certaine chaleur. « Salut papa, ça va? Tu as l'air fatigué. »« Je vais bien mon garçon, asseyez-vous tous. » Ils prirent place dans les fauteuils. Léa croisa les jambes, le visage impassible. Antoine pianotait nerveusement sur son téléphone. Camille regardait les tableaux au mur avec l'œil critique de l'artiste frustré. Maître Blanchard s'éclaircit la gorge et ouvrit sa mallette en cuir. « Bien, puisque tout le monde est là, je vais procéder. Votre père m'a demandé d'organiser cette réunion dans un but très précis, procéder à la lecture anticipée de son testament. » Le silence qui suivit fut aussi lourd qu'une pierre tombale. Léa fut la première à réagir. « Pardon? Une lecture anticipée? Mais pourquoi ?» Jacques se leva difficilement de son fauteuil, s'appuyant sur sa canne. « Parce que je suis fatigué, Léa. Parce que mon cœur me rappelle chaque jour que je suis mortel, et parce que je veux éviter que vous ne vous déchiriez après ma mort. » Antoine ricana. « Tu es sérieux? Tu nous as fait venir de Paris et de Genève pour... Quoi, nous préparer psychologiquement? Je l'ai fait pour que les choses soient claires, pour qu'il n'y ait ni surprise, ni amertume, ni procès. » Camille baissa les yeux, mal à l'aise. Léa fixait son père avec une intensité dérangeante. Maître Blanchard commença la lecture. Sa voix monocorde emplit le salon, énumérant les biens, les comptes, les investissements. La fortune Morel se chiffrait à plusieurs millions d'euros, la demeure de Fourvière évaluée à 2 800 000 euros, les parts dans diverses entreprises viticoles, les placements boursiers, les comptes bancaires. La répartition se fera comme suit, continua le notaire. 1/3 pour Madame Léa Morel, 1/3 pour Monsieur Antoine Morel, 1/3 pour Monsieur Camille Morel. Les 3 enfants échangèrent des regards. Jusque-là, rien de surprenant. Cependant, poursuivit Blanchard en tournant une page, Monsieur Jacques Morel souhaite léguer une somme de 500 000 euros à diverses associations caritatives, notamment la Croix-Rouge, les Restos du Cœur et une fondation lyonnaise d'aide aux personnes âgées. Antoine fronça les sourcils. 500 000 euros? C'est généreux. Ça aide plus, continua le notaire sans relever. Madame Élise Duchamp bénéficiera d'une rente viagère de 2 000 euros mensuels, prélevée sur le patrimoine avant répartition. Elle conservera également le droit de vivre dans le pavillon de gardien situé au fond du parc tant qu'elle le souhaitera. Le visage de Léa se durcit imperceptiblement. Le pavillon de gardien. Je vois. Jacques sentit la tension monter. Élise a consacré 32 années de sa vie à cette maison, à cette famille. Elle mérite d'être protégée. Personne ne dit le contraire, papa, intervint Antoine avec un sourire forcé. C'est juste. Surprenant. 2 000 euros par mois, à vie, plus le logement. Ça représente une somme considérable. Une somme que je juge nécessaire et méritée. Léa se leva, lissant sa jupe d'un geste mécanique. Très bien. Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir? Maître Blanchard referma le dossier. Non, c'est tout. Bien entendu, Monsieur Morel peut modifier ce testament à tout moment s'il le souhaite. Je ne le modifierai pas, affirma Jacques. C'est ma volonté définitive. Un silence pesant s'installa. Camille se leva le premier, s'approchant de son père. Merci, papa, pour tout. Il l'embrassa maladroitement. Je sais que tu as toujours fait ce que tu pensais juste. Léa et Antoine ne bougèrent pas immédiatement. Ils échangèrent un regard que Jacques ne sut interpréter mais qui le mit mal à l'aise. Bien, finit par dire Léa en enfilant son manteau. Je dois retourner à Paris. Elle embrassa son père du bout des lèvres. Prends soin de toi. Antoine marmonna quelque chose d'inaudible et sortit sans un mot de plus. Quand ils furent partis, Jacques retourna s'asseoir lourdement dans son fauteuil. Maître Blanchard rangea ses documents. Vous avez fait ce qui vous semblait juste, Jacques. C'est tout ce qu'on peut faire. J'espère que vous avez raison, Augustin. J'espère vraiment. Lorsque le notaire fut parti, Élise entra pour débarrasser le service à thé. Jacques la regarda un long moment. Ils ne l'ont pas bien pris, n'est-ce pas? Élise posa la théière sur le plateau. Ce n'est pas à moi d'en juger, monsieur Jacques. Mais vous avez une opinion. Elle soupira. J'ai une opinion, oui. Mais elle ne changera rien à ce qui va se passer. Que va-t-il se passer, selon vous? Élise le regarda droit dans les yeux.
Ils vont vous faire payer d'avoir donné à une domestique ce qu'ils considèrent comme leur dû. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une sentence. Les jours suivants confirmèrent les craintes d'Élise. Le dimanche suivant, Léa ne vint pas déjeuner, prétextant une urgence professionnelle. Antoine annula leur habituel appel téléphonique du mardi soir. Camille, le plus fidèle des trois, passa rapidement un après-midi mais sembla distrait, nerveux, comme s'il portait un poids invisible. Jacques tenta d'appeler Léa à plusieurs reprises. Elle ne répondit jamais, se contentant d'envoyer des messages brefs et froids, débordés. On se rappelle. Un matin de décembre, alors que la première neige recouvrait Lyon d'un manteau blanc, le jardinier de la propriété, un homme d'une cinquantaine d'années prénommé Gérard, qui travaillait pour Jacques depuis 15 ans, sonna à la porte. Élise l'accueillit. « Gérard, que se passe-t-il » L'homme tortillait sa casquette entre ses mains, visiblement embarrassé. « Je dois parler à Monsieur Morel. C'est important. » Jacques descendit, intrigué. Gérard ne venait jamais à la maison sans raison. « Gérard, un problème ?»« Monsieur Jacques, Il baissa les yeux. « Je viens vous donner ma démission. » Jacques sentit son cœur se serrer. « Votre démission ? Mais pourquoi ? Vous n'êtes pas satisfait de votre salaire. Je peux augmenter. » « Non, ce n'est pas ça. » Gérard sembla chercher ses mots. « C'est Madame Léa. Elle m'a contacté. Elle m'a proposé un poste dans une propriété qu'elle gère en Normandie, mieux payé. Et elle a dit que de toute façon cette maison serait bientôt vendue, que je ferais mieux de partir maintenant. » Le sang de Jacques ne fit qu'un tour. « Elle a dit quoi ?» Gérard recula d'un pas, effrayé par le ton. « Je suis désolé, monsieur Jacques. Je ne veux pas d'ennui. » Jacques se força à respirer calmement. « Vous ne me causez aucun ennui, Gérard. Faites ce qui est le mieux pour vous. » « Je comprends. » Quand le jardinier fut parti, Jacques monta directement dans sa chambre et composa le numéro de Léa. Cette fois, elle décrocha. « Papa ?» Léa. Sa voix tremblait de colère contenue. « Pourquoi as-tu contacté Gérard? Pourquoi lui as-tu dit que la maison serait vendue ?» Un silence. Puis la voix de Léa glaciale, professionnelle. « Parce que c'est la réalité, papa. Cette maison est trop grande pour toi. L'entretien coûte une fortune. Il serait plus raisonnable que tu emménages dans quelque chose de plus petit, de plus adapté à ton âge. Je n'ai jamais parlé de vendre. Pas encore. Mais tu devras y réfléchir. Pour ton bien. » « Mon bien ? Tu te soucies soudainement de mon bien ? Écoute, papa, je n'ai pas le temps pour ça, on en reparlera. »« Léa, ne raccroche pas. Léa !» La tonalité résonna dans son oreille. Jacques resta assis sur son lit, le téléphone à la main, la respiration courte. Il sentait son cœur cogner irrégulièrement dans sa poitrine. Il chercha ses médicaments dans le tiroir de la table de nuit et avala un comprimé. Élise frappa doucement à la porte. « Monsieur Jacques, tout va bien ?» Il leva vers elle un visage défait. « Non, Élise, rien ne va. » Les semaines de décembre s'écoulèrent dans un climat de plus en plus oppressant. Jacques tentait de maintenir une routine normale, mais chaque jour apportait son lot de petites trahisons. La femme de ménage qui venait 2 fois par semaine donna sa démission sans explication. Le livreur de l'épicerie Fine Sellerier, qui lui apportait depuis des années son pain aux noix et son fromage Saint-Marcellin, cessa soudainement ses livraisons. Même le docteur Ferraud, son médecin de famille depuis 20 ans, se montra étrangement évasif lorsque Jacques voulut prendre rendez-vous. « Écoutez, monsieur Morel, je pense qu'il serait préférable que vous consultiez un spécialiste. Votre situation nécessite un suivi plus adapté. » « Adapté à quoi? J'ai juste besoin d'un renouvellement de mes médicaments pour le cœur. Justement, je ne me sens plus compétent pour gérer votre traitement. Je vais vous adresser au docteur Levasseur, un excellent cardiologue. » La conversation laissa Jacques avec un goût amer dans la bouche. Quelque chose se tramait dans son dos, il en avait la certitude. Ce fut Élise qui découvrit la première pièce du puzzle. Un matin glacial de mi-décembre, elle revint du marché de la Croix-Rousse avec des nouvelles troublantes. Alors qu'elle achetait des légumes chez le maraîcher habituel, M. Bertrand, ce dernier l'avait prise à part. « Dites, Madame Duchamp, c'est vrai que la maison Morel va être mise en vente. Ma belle-sœur est agent immobilier. Elle m'a dit qu'elle avait reçu un appel de la fille de M. Jacques. » Élise avait senti son sang se glacer. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, Monsieur Bertrand. » De retour à la maison, elle trouva Jacques dans la bibliothèque, tentant de lire Le Monde, mais incapable de se concentrer. « Monsieur Jacques, il faut que je vous parle. » Elle lui rapporta la conversation. «
Jacques ferma les yeux, les mâchoires serrées. Ils sont en train de tout organiser. Comme si j'étais déjà mort. Vous devez leur parler. Clarifier les choses. J'ai essayé, Élise. Ils ne répondent plus à mes appels. Ou alors par politesse, 30 secondes, avant de raccrocher. Alors allez les voir, à Paris, à Genève. Jacques secoua la tête, épuisé. Je n'ai plus la force. Et même si j'y allais, que pourrais-je leur dire qu'ils veuillent entendre? Le lendemain, Jacques décida de vérifier ses comptes bancaires. Il se connecta sur le site de sa banque, la Société Générale, où il avait ses comptes depuis 40 ans. Quand il tenta d'accéder à son compte principal, un message d'erreur s'afficha. « Accès restreint. Veuillez contacter votre agence. » Il fronça les sourcils et appela immédiatement son conseiller, M. Giraud. « Bonjour, Monsieur Morel. Que puis-je faire pour vous? Je n'arrive pas à accéder à mon compte en ligne. Il y a un problème technique ?» Un silence gêné. « Non, Monsieur Morel, ce n'est pas un problème technique. Votre compte a été temporairement gelé. » Jacques sentit le sol se dérober sous lui. « Gelé? Par qui? Pourquoi? » « Par décision de votre conseil juridique. Maître Blanchard a envoyé une demande officielle, appuyée par une évaluation médicale. » « Une évaluation médicale? De quoi parlez-vous? » « Selon les documents que nous avons reçus, vous présenteriez des signes de déficience cognitive. La mesure est provisoire, le temps qu'une expertise plus approfondie soit réalisée. C'est pour votre protection, Monsieur Morel. » Jacques raccrocha brutalement. Ses mains tremblaient. Déficience cognitive? Lui qui lisait encore 3 journaux par jour, résolvait les mots croisés du Figaro en 20 minutes, suivait l'actualité politique et économique avec acuité. Il composa immédiatement le numéro de Maître Blanchard. La secrétaire décrocha. « Cabinet Blanchard, bonjour. Passez-moi Augustin. Immédiatement. Je suis désolé, Maître Blanchard est en rendez-vous. Puis-je prendre un message? Dites-lui que Jacques Morel exige des explications sur le gel de ses comptes. Dites-lui que s'il ne me rappelle pas dans l'heure, je contacte le bâtonnier. » Il raccrocha, le souffle court. La douleur familière irradiait dans sa poitrine. Il fouilla dans sa poche pour prendre ses médicaments, mais le flacon était vide. Il avait oublié de demander le renouvellement à Élise. « Élise !» Elle accourut, alarmée par le ton. « Monsieur Jacques, mes médicaments. Il faut que j'aille à la pharmacie. Tout de suite. Je vais y aller. Asseyez-vous, calmez-vous. » « Non, ils ont gelé mes comptes, Élise. Mes propres comptes. Je n'ai plus accès à mon argent. » Le visage d'Élise se figea. « Comment est-ce possible? » « Blanchard. Il a envoyé une demande à la banque. Une histoire de déficience cognitive. C'est Antoine, j'en suis sûr. Lui et Léa. Ils ont tout manigancé. » Élise prit une décision rapide. « Je vais chercher vos médicaments. Vous ne bougez pas d'ici. Respirez profondément. Je reviens dans 20 minutes. » Jacques s'effondra dans son fauteuil. Autour de lui, les murs de la bibliothèque semblèrent se refermer. Les milliers de livres qu'il avait collectionnés toute sa vie, Balzac, Stendhal, Hugo, Proust, Camus, le regardaient comme des témoins silencieux de son effondrement. Comment en était-il arrivé là? Lui qui avait bâti un empire, qui avait employé des centaines de personnes, qui avait donné à ses enfants la meilleure éducation, les meilleures opportunités. Et maintenant, il le traitait comme un vieillard sénile dont il fallait gérer la fortune avant qu'il ne la dilapide. Le téléphone sonna. Jacques décrocha, espérant que c'était Blanchard. « Allô? Papa? C'est Camille. » La voix de son fils cadet était tendue, presque tremblante. « Camille. Enfin, tu sais ce qui se passe? »« Oui. Léa m'a appelé, elle m'a dit que tu avais des problèmes de santé, mentaux. C'est faux. Je n'ai aucun problème mental. C'est un prétexte pour contrôler mes finances. Papa, écoute. » Camille hésita. « Léa et Antoine pensent que c'est pour ton bien, que tu as besoin d'être protégé. » Protégé ou mis sous tutelle comme un enfant? Je ne sais pas quoi penser, papa. Ils m'ont montré des documents, un rapport médical. Quel rapport médical? Je n'ai vu aucun médecin récemment à part Ferraud. C'est justement lui qui a rédigé le rapport. Jacques eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Ferraud, ce salaud. Papa, ne t'énerve pas, s'il te plaît. Comment veux-tu que je ne m'énerve pas? Mes propres enfants complotent pour me déclarer incompétent. Ce n'est pas ce que... Camille soupira. Écoute, je vais venir te voir. On va en discuter calmement. Quand? Bientôt. Je te promets.
Mais Jacques savait reconnaître une promesse creuse quand il en entendait une. Élise revint avec les médicaments. Jacques avala 2 comprimés avec un verre d'eau, sentant progressivement son rythme cardiaque se stabiliser. « Monsieur Jacques, dit-elle doucement, vous devriez consulter un avocat, un autre que Maître Blanchard. Tu as raison. Mais qui? Tous mes contacts professionnels sont à la retraite ou morts, et je n'ai plus accès à mon argent pour payer des honoraires. J'ai des économies, je peux. » Non. Jacques posa une main sur son bras. « Je ne vous mêlerai pas à ça, Élise. Vous en avez déjà assez fait. Mais je ne peux pas rester là à vous regarder. Il n'y a rien que vous puissiez faire. C'est une bataille familiale. Je dois la mener seul. » Cette nuit-là, Jacques ne dormit pas. Il resta assis dans son lit, écoutant le vent glacial qui sifflait contre les fenêtres. À 3 heures du matin, il entendit une voiture se garer dans l'allée. Curieux, il se leva et regarda par la fenêtre. Une silhouette sortit de la voiture. Même dans l'obscurité, Jacques reconnut la démarche assurée de Léa. Elle monta les marches du perron, puis un deuxième personnage apparut, Antoine. Jacques sentit son cœur s'emballer. Que faisait-il là, à cette heure? Il enfila sa robe de chambre et descendit silencieusement l'escalier. Des voix étouffées lui parvenèrent du salon. Il s'approcha, retenant sa respiration. « Ah, plus vite qu'on pensait, » disait la voix d'Antoine. « Le docteur Levasseur peut établir un certificat d'inaptitude d'ici la fin de la semaine. » Et Blanchard? C'était Léa, froide et pragmatique. « Il est d'accord pour entamer la procédure de tutelle, mais il faut que papa soit examiné par le psychiatre. C'est légalement obligatoire. » Il refusera. Pas s'il n'a pas le choix. Un silence. Puis la voix de Léa reprit encore plus glaciale. « Tu as trouvé une place ?»« Oui, à Grenoble, l'établissement Les Cèdres. C'est discret, bien tenu. Personne à Lyon ne saura. » Jacques sentit ses jambes se dérober. Un établissement. Ils parlèrent de le placer en institution. « Combien de temps ?» demanda Léa. « Quelques mois. Le temps que les papiers soient en ordre. Ensuite, on pourra vendre la maison et répartir les actifs. Et Camille, il suit le mouvement. Il sait qu'il n'a pas le choix. Si on ne fait rien, papa risque de tout léguer à des œuvres de charité. Ou pire, de tout donner à la bonne. Élise. Le ton avec lequel Léa prononça ce nom était chargé de mépris. Oui, cette femme a eu trop d'influence sur lui. 2 000 € par mois, à vie. Tu imagines? C'est notre héritage qu'elle dilapide. On s'en occupera après. Pour l'instant, concentrons-nous sur papa. L'ambulance viendra mardi matin, à 8 heures. Élise sera là? Non, c'est son jour de congé. Elle va chez sa sœur à Dijon tous les mardis. Parfait. Jacques dut s'appuyer contre le mur pour ne pas s'effondrer. Ses propres enfants planifiaient son enlèvement. Il remonta dans sa chambre, tremblant de tout son corps. Il s'assit sur le bord du lit, incapable de penser clairement. Une rage sourde montait en lui, mêlée à une douleur si profonde qu'elle lui coupait le souffle. Comment avait-il pu se tromper à ce point? Comment avait-il pu élever 3 monstres sans s'en rendre compte? Le lendemain matin, Élise remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Monsieur Jacques, vous n'avez pas touché à votre petit déjeuner. » Il leva vers elle un regard hanté. « Élise, j'ai besoin de vous parler. » Il lui raconta ce qu'il avait entendu. À mesure qu'il parlait, le visage d'Élise se décomposait. « Non, non, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas faire ça. » « Ils peuvent, et ils vont le faire. Mardi. »« Mais c'est de l'enlèvement, c'est illégal. » « Légal ou pas, s'ils ont des documents médicaux, s'ils ont Blanchard avec eux, qui me croira? Un vieil homme qui accuse ses enfants de complot? On dira que je suis paranoïaque, que c'est la preuve même de ma démence. » Élise se redressa, les poings serrés. « Alors partez, maintenant. Venez chez moi, à Dijon. Vous serez en sécurité. Pour combien de temps? Ils finiront par me retrouver. Et vous serez accusé de séquestration. » Je m'en fiche. Jacques secoua la tête, touché par sa loyauté. « Non, Élise, je ne vous entraînerai pas là-dedans. Vous avez votre vie, votre famille. Vous avez fait plus que n'importe qui aurait fait. Alors quoi? Vous allez les laisser vous emmener ?» Jacques regarda par la fenêtre. Le jardin était recouvert de givre. Le cèdre du Liban dressait ses branches nues vers le ciel gris. « Je n'ai plus le choix. » Le mardi matin arriva trop vite. Élise partit vers 7 heures pour Dijon comme tous les mardis. Jacques avait insisté pour qu'elle suive sa routine habituelle. « Si vous ne partez pas, ils se méfieront. Allez voir votre sœur, ne vous inquiétez pas pour moi. » Élise l'avait serrée dans ses bras.
Un geste inhabituel qui en disait long. « Je reviens ce soir, tenez bon. » À 8 heures précises, une ambulance blanche se gara devant la maison. 2 infirmiers en descendirent, accompagnés d'un homme en costume que Jacques ne connaissait pas. Léa et Antoine sortirent d'une voiture garée juste derrière. Jacques les attendait dans le hall d'entrée, assis dans le fauteuil Voltaire, drapé dans sa dignité comme dans un linceul. Léa entra la première, le visage impassible. « Bonjour, papa. »« Léa. »« Antoine. » Il regarda les infirmiers. « Et vos complices. »« Papa, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. »« C'est rien plus difficile. Vous venez m'enlever de ma propre maison et je ne devrais pas protester. » L'homme en costume s'avança. Il avait une 50aine d'années, des cheveux gris soigneusement peignés, un sourire professionnel. « Monsieur Morel, je suis le docteur Levasseur. Vos enfants m'ont demandé de venir vous examiner. Je n'ai pas besoin d'être examiné. Je comprends votre résistance, mais c'est une procédure standard. Pour votre sécurité. Ma sécurité. Ou pour couvrir légalement mon kidnapping. » Antoine intervint, le ton impatient. « Arrête ton cirque, papa, tu es malade, tu as besoin de soins. On t'emmène dans un endroit où tu seras bien traité. »« Je ne suis pas malade. »« Vraiment ?» Léa sortit une feuille de sa mallette. Le docteur Ferraud a noté des pertes de mémoire, des difficultés de concentration, des sautes d'humeur. « C'est faux. Tu as oublié notre dîner d'anniversaire en octobre. Tu m'as appelé 3 fois pour me demander la même chose. Parce que tu ne répondais jamais. » Le docteur Levasseur posa une main paternelle sur son épaule. « Monsieur Morel, ne vous agitez pas. Ça ne sert à rien. » Jacques le repoussa violemment. « Ne me touchez pas. » Les 2 infirmiers s'approchèrent, chacun d'un côté. Jacques voulut se lever, mais ses jambes refusèrent de le porter. L'un des infirmiers le saisit par le bras. « Monsieur, calmez-vous. On ne vous veut aucun mal. »« Ters, lâchez-moi !» Il tenta de se débattre, mais à 78 ans, affaibli, son corps le trahit. Les infirmiers le soulevèrent doucement, mais fermement. « Papa, arrête !» supplia Antoine. « Tu vas te faire mal. » Jacques tourna la tête vers ses enfants. Léa détournait le regard. Antoine semblait mal à l'aise. Aucun d'eux n'osa croiser ses yeux. « Vous êtes des monstres !» articula Jacques, la voix brisée. « Des monstres !» Ils le portèrent jusqu'à l'ambulance. La dernière image que Jacques eut de sa maison fut celle du hall d'entrée, avec le grand miroir baroque où il s'était regardé tant de fois, et le portrait de Marguerite qui semblait le fixer avec une tristesse infinie. Puis, les portes de l'ambulance se refermèrent. Le trajet jusqu'à Grenoble dura 2 heures. Jacques resta silencieux, le regard fixé sur le plafond blanc de l'ambulance. Il ne servait à rien de parler, de supplier. Personne ne l'écouterait. L'établissement Les Cèdres était situé en périphérie de Grenoble, dans une zone industrielle déprimante. C'était un bâtiment de béton gris, 3 étages, des fenêtres uniformes protégées par des barreaux discrets. Une pancarte à l'entrée proclamait « Résidence médicalisée, accueil et soins pour personnes âgées ». On fit descendre Jacques de l'ambulance dans un fauteuil roulant, alors qu'il pouvait parfaitement marcher, et on le conduisit à travers des couloirs qui sentaient l'eau de Javel et l'urine mal dissimulée. Les murs étaient peints d'un vert institutionnel déprimant. Des vieillards en robe de chambre erraient dans les couloirs, certains parlant tout seuls, d'autres fixant le vide. On l'installa dans une chambre au 2e étage, 12 mètres carrés, un lit métallique, une armoire en formica, une chaise, une fenêtre donnant sur un parking. Une infirmière, la 50aine, fatiguée, le regard éteint, lui tendit un sac en plastique. « Vos vêtements de ville, s'il vous plaît. Vous les récupérerez quand vous sortirez. Je veux appeler mon avocat. Vous n'avez pas de téléphone autorisé pour l'instant. Ordre du médecin. C'est illégal. C'est temporaire, monsieur. Le temps que vous vous adaptiez. » Ils lui prirent sa montre, sa ceinture, ses chaussures, sa veste. On lui donna une tenue de jogging grise anonyme et des chaussons en feutre. Quand l'infirmière sortit, Jacques s'assit sur le lit. Le matelas était fin, inconfortable. À travers la porte, il entendait des cris, des pleurs, le bruit métallique d'un chariot qu'on poussait. Il pensa à sa bibliothèque, à son fauteuil de cuir, aux rayons du soleil qui traversèrent les vitraux de l'escalier. Il pensa à Élise qui préparait son café éthiopien dans la porcelaine de Limoges. Il pensa à Marguerite, à ses sourires, à sa chaleur, et il pleura. Pour la première fois depuis des années, Jacques Morel pleura. Les jours suivants furent une descente dans un enfer bureaucratique et déshumanisant.
lever à 6 heures, petit déjeuner à 7 heures, du pain blanc mou, du café tiède, de la margarine, médicaments distribués dans de petits gobelets en plastique. Jacques protesta, disant qu'il n'avait besoin que de ces médicaments pour le cœur, mais on lui donna quand même des anxiolytiques et des somnifères pour son bien. Les journées s'étiraient interminablement. Il n'y avait rien à faire. Pas de livres, pas de journaux, pas de télévision dans les chambres, juste des activités collectives infantilisantes. Coloriage, loto, chansons anciennes diffusées dans une salle commune sinistre. Jacques tentait de parler avec le personnel, d'expliquer qu'il ne devrait pas être là, qu'il y avait eu une erreur. Mais personne n'écoutait vraiment. Pour eux, il était juste un autre vieillard confus parmi tant d'autres. Au bout d'une semaine, il cessa de protester. À quoi bon? Il mangeait mécaniquement, prenait ses médicaments, fixait le plafond de sa chambre. Il se sentait disparaître, jour après jour, comme si sa propre identité s'effaçait progressivement. À Dijon, Élise était revenue mardi soir à la maison de Fourvière pour trouver les portes verrouillées. Un cadenas avait été posé sur le portail principal. Elle avait sonné, tambouriné, appelé, mais personne ne répondait. Paniquée, elle avait contacté la police. Mais les agents avaient été clairs. « Madame, c'est une affaire familiale. Les enfants Morel ont le droit de protéger leur père s'ils estiment qu'il est en danger. Mais où est-il? Nous ne pouvons pas vous le dire. Vous n'êtes pas de la famille. » Élise avait passé des jours à chercher. Elle avait appelé tous les hôpitaux de Lyon, toutes les cliniques, tous les établissements pour personnes âgées. Rien. C'est une infirmière qu'elle connaissait depuis des années, Martine Leblanc, qui lui donna finalement la piste. « Élise, je ne devrais pas te dire ça, mais j'ai une amie qui travaille au Cèdre, à Grenoble. Elle m'a parlé d'un nouveau patient qui correspond à la description. Un homme âgé, cultivé, bien élevé. Il s'appelle Jacques Morel. » Élise sentit son sang se glacer. « Les Cèdres? Mais c'est un endroit horrible. Je sais. Vas-y, vite. » Le lendemain, Élise prit le train pour Grenoble. Elle arriva au Cèdre en fin d'après-midi sous un ciel gris chargé de neige. À la réception, une femme d'une 60aine d'années, sèche et peu aimable, la regarda par-dessus ses lunettes. « Oui, je viens voir monsieur Jacques Morel. »« Vous êtes de la famille ?»« Non, je suis son employé. Enfin, j'étais. Je m'occupe de lui depuis 32 ans. Désolé, seule la famille est autorisée à lui rendre visite. S'il vous plaît, il faut que je le voie, juste 5 minutes. » « C'est impossible, ordre du médecin traitant. » Élise sentit la colère monter. « Écoutez, je sais que cet homme ne devrait pas être ici. Il a été placé contre sa volonté par des enfants cupides. » La réceptionniste se raidit. « Madame, je vais devoir vous demander de partir. »« Non, je ne partirai pas avant de l'avoir vu. » La femme décrocha le téléphone. « J'appelle la sécurité. » À ce moment, une infirmière sortit d'un couloir, une jeune femme aux cheveux roux, au regard vif. « Attendez. » Elle s'approcha d'Élise. « Vous êtes Élise Duchamp ?»« Oui. »« Comment ?»« Monsieur Morel parle de vous. Souvent. Il dit que vous êtes la seule personne qui se souciait vraiment de lui. » La réceptionniste intervint. « Sophie, tu n'as pas à... Je finis mon service dans 10 minutes. » Sophie regarda Élise intensément. « Attendez-moi dehors. » 15 minutes plus tard, Sophie sortit par une porte latérale. Elle fit signe à Élise de la suivre. « Il est au 2e étage, chambre 217. Je peux vous faire entrer, mais vous n'avez que quelques minutes. » Elles montèrent par un escalier de service. Les couloirs sentaient le désinfectant et la tristesse. Sophie ouvrit la porte de la chambre 217. « Monsieur Morel, vous avez une visite. » Élise entra. L'homme assis sur le lit n'était plus Jacques Morel. C'était une ombre, un fantôme. Il avait perdu au moins 10 kilos. Ses cheveux n'étaient pas coiffés. Sa barbe avait poussé, grise et clairsemée. Ses yeux bleus si vifs, étaient éteints, vitreux. « Monsieur Jacques », il leva lentement la tête. Pendant un instant, il ne sembla pas la reconnaître. Puis quelque chose s'alluma dans son regard. « Élise ». Sa voix était cassée, à peine audible. « Oui, c'est moi. » Elle s'agenouilla devant lui, prenant ses mains dans les siennes. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vous ont fait ?» Il me donne des médicaments. Je dors tout le temps. Je n'arrive plus à penser clairement. Je vais vous sortir d'ici. Non, vous ne pouvez pas. Ils ont des papiers, des documents légaux. Je me fiche des papiers. Sophie passa la tête par la porte. Vous devez partir. L'infirmière en chef fait sa ronde. Élise serra les mains de Jacques. Je reviendrai, je vous le promets, tenez bon. Elle sortit le cœur brisé. Dans le train qui la ramenait à Dijon,
Élise prit une décision. Elle ne savait pas comment, elle ne savait pas quand, mais elle sortirait Jacques Morel de cet enfer, même si elle devait briser la loi pour ça. 3 jours après sa première visite, Élise Duchamp gara sa vieille Peugeot 206 dans le parking de l'établissement Les Cèdres. Il était 22 heures passées. La nuit était tombée depuis longtemps et un vent glacial soufflait depuis les Alpes toutes proches. Elle portait un grand sac de voyage et un manteau sombre. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait résonner dans ses oreilles. Sophie, l'infirmière rousse, l'attendait près de la porte de service, comme convenu. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» chuchota Sophie. « Si on se fait prendre, je perds mon emploi. Et vous? Vous risquez d'être accusé d'enlèvement. » « Je sais. » Élise serra le sac contre elle. « Mais je ne peux pas le laisser mourir ici. » Sophie hocha la tête lentement, puis sortit un trousseau de clés. « L'infirmière de nuit est occupée au premier étage. Vous avez 10 minutes, pas une de plus. » Elles montèrent rapidement l'escalier de service. Le couloir du 2e étage baignait dans une lumière blafarde. Des ronflements et des gémissements s'échappèrent des chambres. Sophie ouvrit la porte 217. Jacques était allongé sur le lit, les yeux ouverts, fixant le plafond. Il portait toujours cette tenue de jogging grise informe. À la lueur de la veilleuse, son visage semblait encore plus creusé, presque cadavérique. « Monsieur Jacques. » Élise s'approcha, posant une main sur son épaule. « C'est moi, Élise. » Il tourna lentement la tête. Ses yeux mirent quelques secondes à faire le point. « Élise, vous êtes revenue. »« Oui, et je vous emmène. Maintenant. »« Emmener ? Où ? » ?»« Chez moi, à Dijon, loin d'ici. » Jacques voulut se redresser, mais ses bras tremblaient. « Je ne peux pas. Les médicaments. Je n'arrive pas à... » Élise l'aida à s'asseoir, puis sortit du sac les vêtements qu'elle avait apportés, un pantalon de velours côtelé, un pull en laine, une veste chaude. « On n'a pas le temps. Vous m'expliquerez plus tard. Habillez-vous. » Sophie montait la garde à la porte. Jacques se changea avec l'aide d'Élise, maladroitement comme un enfant. Ses mains tremblaient tellement qu'il n'arrivait pas à boutonner sa chemise. Élise le fit pour lui, combattant l'émotion qui lui serrait la gorge. « Voilà, vous êtes présentable. » Elle l'aida à se lever. Il vacilla, s'appuyant lourdement sur elle. « Je ne sais pas si je peux marcher. »« Vous le pouvez. » Sa voix était ferme, sans réplique. « Vous allez le faire. Pour moi. » Ils sortirent de la chambre. Sophie les guida vers l'escalier de service, jetant des coups d'œil nerveux autour d'elle. À mi-chemin, Jacques trébucha. Élise le retint de justesse. « Courage, monsieur Jacques. Plus que quelques marches. » Enfin, ils atteignirent la porte de service. Sophie l'ouvrit, laissant entrer une bouffée d'air glacial. « Allez-y. Vite. » Élise se tourna vers l'infirmière. « Merci. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. Prenez soin de lui. » Sophie regarda Jacques avec une tristesse profonde. Il ne méritait pas ça. Aucun d'entre eux ne le mérite. Élise guida Jacques jusqu'à la voiture. Elle l'installa sur le siège passager, attacha sa ceinture, puis démarra rapidement. Dans le rétroviseur, elle vit Sophie refermer la porte de service. Ils roulèrent en silence pendant les premières minutes. Jacques regardait défiler le paysage nocturne, les lumières de Grenoble qui s'éloignaient, l'autoroute qui serpentait vers le nord, les montagnes qui se découpaient en ombres noires contre le ciel étoilé. « Pourquoi faites-vous ça ?» finit-il par demander, la voix éraillée. Élise garda les yeux sur la route. « Parce que c'est juste. Vous risquez beaucoup. Vous aussi, vous avez beaucoup risqué pour moi autrefois. » Jacques fronça les sourcils, confus par les médicaments. « Quand ?»« Il y a 22 ans. Vous vous souvenez ? Mon fils avait eu un accident de moto. J'avais besoin d'argent pour les soins. Vous m'avez avancé 3 mois de salaire sans poser de questions. Vous m'avez dit, une famille se soutient, Élise. Et vous faites partie de cette famille. » Jacques ferma les yeux. Il se souvenait, vaguement, comme un rêve lointain. « Vous étiez différent de vos enfants, » continua Élise. « Vous m'avez toujours traité comme un être humain, pas comme une domestique. Car vous êtes bien plus qu'une domestique. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous le prouver. » Ils arrivèrent à Dijon aux premières lueurs de l'aube. La ville dormait encore. Élise vivait dans un modeste immeuble de briques rouges du quartier des Grésilles, au 3e étage sans ascenseur. Elle aida Jacques à monter les escaliers, une marche à la fois. À chaque palier, il devait s'arrêter pour reprendre son souffle. « Je suis désolé, » souffla-t-il. « Je vous ralentis. Prenez votre temps. On n'est pas pressé. » L'appartement était petit,
2 pièces, une cuisine minuscule, une salle de bain avec une baignoire émaillée ancienne, mais il était propre, chaleureux, décoré avec soin. Des photos de famille ornèrent les murs, des plantes vertes poussaient sur le rebord de la fenêtre. Une odeur de lavande flottait dans l'air. « La chambre de mon fils, » dit Élise en ouvrant une porte. « Il étudie à Paris. Il ne rentre que pour les vacances. Vous serez bien ici. » La chambre était simple mais accueillante. Un lit étroit avec une courte pointe en patchwork, une bibliothèque remplie de bandes dessinées et de romans de science-fiction, un bureau en bois clair sous la fenêtre. Jacques s'assit sur le lit, épuisé. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Dormez, on parlera plus tard. » Elle ferma les rideaux, éteignit la lumière et sortit. Jacques s'allongea tout habillé et sombra dans un sommeil profond, sans rêve, pour la première fois depuis des semaines. Les premiers jours furent difficiles. Jacques dormait 16 heures par jour, son corps se sevrant progressivement des anxiolytiques et des somnifères qu'on lui avait administrés au cèdre. Quand il était éveillé, il restait assis dans le fauteuil près de la fenêtre, regardant la rue sans vraiment la voir. Élise s'occupait de lui avec une patience infinie. Elle préparait des repas simples, des soupes de légumes, des œufs brouillés, du poisson vapeur, et l'obligeait à manger, même quand il n'avait pas faim. « 3 cuillères de plus, monsieur Jacques. »« Je n'y arrive pas. »« Si, vous y arrivez. »« Pour moi. » Elle lui faisait prendre des bains chauds, ajoutant du sel d'Epsom et de l'huile essentielle de lavande. Elle lui coupait les cheveux, taillait sa barbe. Petit à petit, l'homme qu'il avait été commençait à réapparaître sous la coquille du malade. Un matin, 2 semaines après son arrivée, Jacques se réveilla plus tôt que d'habitude. Il se leva, encore un peu chancelant, et sortit de la chambre. Élise était dans la cuisine, préparant le café. L'arôme familier, pas le café éthiopien de la maison Kaldi, mais du café carte noire honnête, emplit l'appartement. « Bonjour, monsieur Jacques. Vous avez bien dormi ?»« Oui. » Il s'assit à la petite table de la cuisine. « Élise, il faut qu'on parle. » Elle versa le café dans 2 bols en faïence. « Je vous écoute. Je ne peux pas rester ici indéfiniment. Vos voisins vont finir par me voir. Ils vont poser des questions. Léa et Antoine me cherchent probablement. » Élise s'assit en face de lui. « Je sais. J'y ai réfléchi. Et vous devez vous battre, monsieur Jacques, légalement. Mais pour ça, vous devez d'abord redevenir vous-même, fort, lucide. Je ne sais pas si j'en ai encore la force. » Élise posa sa main sur la sienne. « Vous l'avez, je le sais. L'homme qui a bâti un empire à partir de rien, qui a résisté aux crises économiques, qui a élevé 3 enfants seul après la mort de sa femme, cet homme est toujours là. Il faut juste le réveiller. » Jacques la regarda longuement. Dans ses yeux gris, il voyait une détermination qu'il avait perdue. « Comment ? » ?»« En racontant votre histoire, en écrivant ce qui vous est arrivé. » L'idée sembla d'abord absurde à Jacques. Écrire, lui qui n'avait jamais rédigé autre chose que des rapports d'affaires et des lettres commerciales, mais Élise insista. Elle lui acheta un cahier à spirale et un stylo plume. « Commencez par le début, votre enfance, votre rencontre avec Marguerite, la construction de l'entreprise, les enfants, tout. » Les premières pages furent laborieuses. Jacques écrivait lentement, raturait, recommençait. Les mots ne venaient pas facilement. Mais peu à peu, quelque chose se déloqua. Les souvenirs affluèrent, les dimanches à la campagne avec Marguerite, les premières vendanges dans les vignobles du Beaujolais, la naissance de Léa, puis d'Antoine, puis de Camille, les joies, les peines, les sacrifices. Et puis, inévitablement, il arriva au moment où tout avait basculé. La lecture du testament, les regards froids, le gel des comptes, l'enlèvement, l'asile. Ces pages-là, il les écrivit d'une traite, dans une rage froide. Les mots se déversaient comme une hémorragie longtemps contenue. Quand il eut terminé, il avait les mains qui tremblaient. Élise lut le manuscrit en une nuit. Le lendemain matin, elle avait les yeux rouges. « C'est puissant, monsieur Jacques. Douloureux, mais puissant. Qu'est-ce que j'en fais maintenant ? J'ai une amie, Claire Arnaud. Elle est journaliste au bien public. Elle pourrait être intéressée. » Claire Arnaud vint déjeuner le dimanche suivant. C'était une femme d'une 40aine d'années, les cheveux courts, le regard vif, un petit carnet toujours à portée de main. Élise avait préparé un bœuf bourguignon, la recette de sa grand-mère, et une tarte aux pommes. Jacques raconta son histoire. Claire écoutait, posant parfois des questions, prenant des notes. Quand il eut terminé, elle resta silencieuse un long moment. « C'est terrible », finit-elle par dire. «
et malheureusement, pas rare. J'ai fait un reportage l'an dernier sur les abus financiers envers les personnes âgées. Mais votre cas, il est particulièrement choquant. Que puis-je faire? Rendre cette histoire publique. Avec votre permission, je pourrais écrire un article. Mais il y a mieux. Elle regarda le manuscrit. Ça, c'est un livre, un vrai livre. Avec un bon éditeur, ça pourrait toucher des milliers de personnes. Jacques secoua la tête. Je ne suis pas écrivain. Vous n'avez pas besoin de l'être. Vous avez juste besoin d'être honnête. Et ça, vous l'êtes. Elle but une gorgée de vin. Je connais quelqu'un aux éditions du Rocher. Laissez-moi leur envoyer votre texte. 2 mois plus tard, Jacques signait un contrat d'édition. Le livre s'appellerait « Le silence des miens ». L'éditeur voulait le publier rapidement, pressentant un potentiel commercial. Claire Arnaud fut engagée pour aider Jacques à affiner le texte, à structurer les chapitres, à donner du rythme au récit. Ils travaillèrent d'arrache-pied pendant 3 mois. Jacques avait retrouvé une énergie qu'il croyait perdue. Chaque matin, il s'installait au bureau de la chambre et écrivait. Élise lui apportait du café et des tartines beurrées. Parfois, elle s'asseyait à côté de lui et lisait les pages qu'il venait de terminer. « Vous devriez parler davantage de Marguerite », suggérait-elle. « Les gens ont besoin de comprendre ce que vous avez perdu. » Vous avez raison. Le livre parut en septembre. La couverture était sobre. Une photo en noir et blanc de Jacques, prise par Claire, où il regardait par la fenêtre de l'appartement d'Élise. Ses yeux exprimaient à la fois la douleur et la détermination. La première semaine, les ventes furent modestes. Puis, Claire publia un article dans le Bien public, racontant l'histoire de Jacques Morel. L'article fut repris par Le Figaro, puis par Libération. Une émission de radio, France Inter, invita Jacques pour une interview. « Monsieur Morel, pourquoi avoir écrit ce livre ?» demanda la journaliste. « Pour témoigner, pour dire aux autres personnes âgées qui vivent la même chose, vous n'êtes pas seul, et pour rappeler à certains enfants que leurs parents ne sont pas des comptes en banque. » L'interview fit le buzz. Le livre grimpa dans les classements. En 1 mois, Le silence des miens était dans le top 10 des ventes. Le succès du livre ne passa pas inaperçu. Un matin de novembre, Jacques reçut un appel sur le téléphone portable qu'Élise lui avait acheté. C'était Camille. « Papa ? C'est moi. » Jacques sentit son cœur s'emballer. Il n'avait pas parlé à ses enfants depuis 7 mois. « Camille, j'ai lu ton livre. » Sa voix tremblait. « Papa, je suis tellement désolé. » « Désolé ? Je ne savais pas. Enfin, je savais, mais je ne voulais pas voir. Léa disait que c'était pour ton bien, qu'on te protégeait. Je l'ai cru. J'aurais dû me battre, j'aurais dû. Mais tu ne l'as pas fait. » Un silence lourd. « Non, je ne l'ai pas fait. Et je vivrai avec ça toute ma vie. » Camille renifla. « Est-ce qu'on peut se voir, s'il te plaît ?» Jacques regarda Élise, qui préparait le déjeuner dans la cuisine. Elle lui fit un signe de tête encourageant. « D'accord, mais à une condition. » « Laquelle ? Qu'on se parle franchement, sans mensonge, sans faux semblants, et sans tes frères et sœurs. Entendu. Où et quand ? Ils se donnèrent rendez-vous 1 semaine plus tard, dans un café du centre de Dijon, le Gambetta rue de la Liberté. Le jour dit, Jacques arriva le premier. Il commanda un café crème et s'installa près de la fenêtre. Il portait son vieux pardessus en cachemire, celui que Marguerite lui avait offert, qu'Élise avait récupéré discrètement de la maison de Fourvière lors d'une visite nocturne audacieuse. Camille entra 10 minutes plus tard. Il avait maigri. Ses cheveux étaient à couper plus courts. Il portait une veste en tweed et une écharpe en laine. Ses yeux étaient cernés. Ils se regardèrent un long moment sans rien dire. Puis Camille s'assit. « Tu as l'air. »« Bien ?» dit-il doucement. « Mieux que la dernière fois. Grâce à Élise. Pas grâce à vous. » Camille baissa les yeux. « Je sais. » Le serveur apporta un café. Camille le remercia d'un signe de tête, puis se tourna vers son père. « Léa et Antoine sont furieux. Contre moi parce que je suis venu te voir. Contre toi à cause du livre. Ils veulent te porter plainte pour diffamation. Qu'ils le fassent. Tout ce que j'ai écrit est vrai. J'ai des preuves, des témoins. Je sais. » Camille but une gorgée de café. « Moi aussi, j'ai des preuves, des enregistrements. Des emails, quand Léa et Antoine planifiaient. Tout ça, je les ai gardés, au cas où. » Jacques le regarda, surpris. « Pourquoi ? » Parce qu'une partie de moi savait que c'était mal. Mais j'étais faible, trop faible pour vous défendre.
Il leva les yeux, des larmes coulant sur ses joues. « Je suis un lâche, papa. »« Oui, tu l'es ?» Camille tressaillit, mais ne détourna pas le regard. « Est-ce que tu pourras un jour me pardonner ?» Jacques resta silencieux un long moment. Dehors, les passants déambulaient dans les rues décorées pour Noël. La vie continuait, indifférente à leur drame personnel. « Je ne sais pas, » finit-il par dire. « Honnêtement, je ne sais pas. Ce que vous m'avez fait. Ce n'est pas quelque chose qui s'efface facilement. Je comprends. Mais... » Jacques posa sa main sur la table, paume ouverte. « Tu es mon fils. Une partie de moi veut te détester. Mais une autre partie se souvient du petit garçon qui venait me montrer ses dessins, qui m'appelait en pleurant quand il avait un cauchemar, qui voulait devenir artiste même si le monde entier lui disait que c'était impossible. » Camille prit la main de son père, la serrant fort. « Je ne te demande pas de m'accueillir à bras ouverts, » dit-il entre deux sanglots. « Je te demande juste une chance, une petite chance de réparer, si c'est encore possible. » Jacques soupira. « On verra, on verra. » Dans les mois qui suivirent, Camille devint un visiteur régulier de l'appartement d'Élise. Il venait le dimanche, apportant des croissants de la boulangerie Mulot-Petit-Jean ou des gougères bourguignonnes. Il aidait Élise avec les courses. Il écoutait son père parler de Marguerite, du passé, des erreurs et des regrets. Léa et Antoine, eux, ne donnèrent jamais signe de vie. Ils engagèrent effectivement un avocat pour attaquer Jacques en diffamation, mais l'affaire fut rapidement classée sans suite. Les preuves étaient accablantes et l'opinion publique était fermement du côté de Jacques. 1 an après la publication du livre, Jacques reçut une proposition inattendue. Une fondation lyonnaise dédiée à la protection des personnes âgées vulnérables voulait l'engager comme ambassadeur. Mais Jacques avait une meilleure idée. « Je veux créer ma propre fondation », annonça-t-il à Élise et Camille un soir d'été, attablés devant un poulet rôti aux herbes de Provence, avec l'argent des droits d'auteur et ce qui reste de ma fortune. « Une fondation ?» répéta Élise. « Pourquoi faire ? » « Pour aider les personnes âgées abandonnées par leur famille. Pour leur offrir un soutien juridique, psychologique, matériel, pour qu'elles ne vivent pas ce que j'ai vécu. » Camille hocha la tête lentement. « C'est une belle idée, papa. Mais ça va demander beaucoup de travail. Tu as besoin de quelqu'un pour gérer ça. » Jacques se tourna vers Élise. « J'ai déjà trouvé cette personne. » Élise écarquilla les yeux. « Moi ? Mais je ne connais rien à... » « Vous connaissez l'essentiel. La loyauté, la compassion, le dévouement. Le reste peut s'apprendre. Ça, je ne sais pas quoi dire. Dites oui. » Elle sourit, les larmes aux yeux. « Oui, monsieur Jacques. » La fondation Marguerite et Jacques Morel fut inaugurée en octobre de l'année suivante. Le siège social était installé dans un bel immeuble haussmannien du centre de Dijon. Élise en était la directrice. Camille avait accepté de siéger au conseil d'administration aux côtés d'avocats, de médecins, d'assistantes sociales. La fondation offrait une permanence juridique gratuite, organisait des groupes de parole pour les personnes âgées isolées, finançait des enquêtes sur les abus financiers et même construisait une résidence médicalisée digne, tout le contraire des Cèdres de Grenoble. Jacques, lui, avait réécrit son testament. La maison de Fourvière fut vendue. Léa et Antoine se partagèrent le produit de la vente, comme prévu initialement. Le reste de sa fortune, considérablement augmenté par les ventes du livre qui continuait de se vendre, fut légué à la fondation. Élise héritait de l'appartement de Dijon et d'une rente confortable. Camille recevait une somme modeste, mais surtout le pardon symbolique de son père. « Tu as choisi de réparer, » dit Jacques lors de la signature du testament. « C'est plus que tes frères et sœurs n'ont jamais fait. » 2 ans après la publication du Silence des miens, par une matinée de printemps douce et lumineuse, Jacques Morel s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Il avait 82 ans. Élise le découvrit au petit matin, quand elle vint lui apporter son café. Il était allongé sur le côté, les mains jointes sous l'oreiller, un sourire presque imperceptible sur les lèvres. Elle s'assit au bord du lit, prit sa main encore tiède et pleura doucement. « Vous avez tenu votre promesse, monsieur Jacques. Vous êtes redevenu vous-même. » Le funéral eut lieu 1 semaine plus tard, dans une petite église du quartier des Grésilles. Élise avait insisté pour quelque chose de simple, comme Jacques l'aurait voulu. Mais l'église était remplie à craquer. Il y avait des lecteurs du livre venus témoigner leur respect, des bénévoles de la Fondation, des personnes âgées que la Fondation avait aidées. Claire Arnaud, la journaliste. Sophie, l'infirmière des Cèdres qui avait aidé Jacques à s'échapper.
des anciens employés de l'entreprise viticole, des voisins, des inconnus touchés par son histoire. Camille était assis au premier rang, vêtu de noir, les yeux rouges. À côté de lui, une chaise restait vide, celle qu'il avait réservée pour Léa et Antoine, au cas où. Ils ne vinrent pas. Le prêtre lut un passage de l'Ecclésiaste. « Il y a un temps pour tout, et un moment pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se taire et un temps pour parler. » Puis ce fut au tour d'Élise de prendre la parole. Elle monta lentement à l'autel, serrant dans ses mains un papier froissé. « Jacques Morel, » commença-t-elle d'une voix tremblante, « était un homme bon. Pas parfait, pas sans défaut, mais profondément bon. Il m'a traité avec dignité quand d'autres m'auraient considéré comme invisible. Il m'a sauvé quand j'avais besoin d'aide. Et quand lui-même avait besoin d'aide, » elle s'arrêta, la voix brisée. « Quand lui-même avait besoin d'aide, j'ai eu l'honneur de lui rendre ce qu'il m'avait donné. » Elle regarda l'assemblée. Jacques disait souvent que la famille n'était pas seulement une question de sang, que c'était avant tout une question de choix, de loyauté, d'amour. Elle essuya ses larmes. Il avait raison, et je suis fier d'avoir été sa famille. Camille se leva, s'approcha d'Élise et la serra dans ses bras. Dans l'église, personne ne retenait ses larmes. Après l'enterrement, au cimetière de Dijon, où Jacques fut inhumé à côté d'un carré réservé aux personnes sans famille, Camille et Élise restèrent un long moment devant la tombe. « Il nous a laissé quelque chose », finit par dire Camille. « Plus que de l'argent, plus qu'une fondation. »« Quoi ?» demanda Élise. « Un exemple, une leçon sur ce qui compte vraiment. » Sur la pierre tombale, l'inscription était simple. Jacques Morel, 1945, 2027. Il a retrouvé sa dignité et son héritage durera 5 ans plus tard. La Fondation Marguerite et Jacques Morel avait ouvert 3 antennes en France, à Lyon, à Paris et à Marseille. Le livre « Le silence des miens » était devenu un classique, étudié dans les écoles de travail social et recommandé par les associations de protection des personnes âgées. Une adaptation cinématographique était en préparation. Élise, 73 ans, dirigeait toujours la Fondation avec la même énergie. Camille, qui avait finalement trouvé sa voie comme artiste-thérapeute auprès des personnes âgées, donnait des ateliers dans les résidences de la Fondation. Un matin, en ouvrant le courrier, Élise trouva une lettre. L'enveloppe portait un cachet suisse. Elle l'ouvrit, intriguée. « Madame Duchamp, je m'appelle Antoine Morel. Je suis le fils de Jacques Morel. Nous ne nous sommes jamais vraiment parlé. Je sais ce que j'ai fait. Je sais que des excuses ne changeront rien. Mais j'ai lu et relu le livre de mon père. J'ai vu ce que vous avez construit en son nom. Et je réalise ce que j'ai perdu. Pas l'argent, pas l'héritage. Mon père, je ne cherche pas votre pardon. Je voulais juste que vous sachiez que vous avez eu raison. Et que lui aussi. » Respectueusement, Antoine Morel-Élise replia la lettre lentement. Elle regarda par la fenêtre de son bureau, où une photo de Jacques trônait sur l'étagère. Il souriait, ce sourire rare et précieux qu'il avait retrouvé dans les dernières années de sa vie. « Vous voyez, monsieur Jacques, » murmura-t-elle, « même les cœurs les plus endurcis peuvent encore sentir. Votre histoire continue de toucher les gens, exactement comme vous l'espériez. » Et quelque part, elle en était certaine, Jacques Morel souriait.